créer quelques valeurs qu'on appellerait X1, X2 ou ce que vous voulez. Donc, j'imagine que j'ai un X1 et un X2. Donc, X1, X2, ça devrait représenter la caractéristique 1 et la caractéristique 2, mais là, on ne va pas utiliser la caractéristique de l'ensemble d'apprentissage, mais on va essayer d'imaginer d'autres caractéristiques, notamment en créant une distribution comprise entre une valeur et une autre valeur, avec donc des sauts conformes. Donc, par exemple, donc si je crée un X1 et un X2, donc je devrais créer des valeurs telles qu'il y a une séparation équidistante. Donc, première valeur, deuxième valeur, troisième valeur, quatrième valeur, cinquième valeur, jusqu'à énième valeur. Et là, on pouvait utiliser, donc, comme vous l'avez très bien fait, certains d'entre vous l'ont très bien fait en TP, line space. Donc, on va créer des données séparées. D'ailleurs, c'est exactement le même nom de fonction qu'on utilise en MATLAB, qu'on utilise aussi en Python. Et là, donc, ça va nous créer des valeurs de X1 et de X2. Je crée, pareil, en utilisant la même fonction, des valeurs pour X2 avec une distance, une équidistance, on va dire, donc des distances égales. Et ça va être grâce à notre fonction prédéfinie dans Python, où on va avoir des valeurs de X1 et X2. Maintenant, ce qui nous importe, donc en fait, je vais dessiner ma limite de décision en fonction de X1 et de X2. Donc X1, X2, okay. Et donc, pour X1, donc pour chaque couple X1 et X2, je vais aller calculer ma fonction hypothèse, Hθ de X1, X2. Mais notre X1 et X2, nous, on a sophistiqué ça. Donc, on a élevé X2 à la puissance 3, élevé X1 à la puissance 3, multiplié X1 fois X2, X1 au carré fois X2, etc. Donc, ce qu'on va faire pour chaque couple de ces valeurs qu'on a créées, chaque couple, on va essayer d'aller calculer le polynôme. Donc, on calcule le polynôme pour chaque couple. Après avoir eu le polynôme, donc après avoir eu X1, donc X1, X2, donc on l'a déjà, on les a définis avec la fonction prédéfinie. Pour calculer X1 à la puissance 3, donc je prends cette valeur et je mets à la puissance 3. Et ça, c'est le mapping, c'est exactement le mapping que vous avez fait en TP, donc dans le TP. Le mapping, c'est la création des nouvelles valeurs, donc c'est la fonction que je vous ai déjà donnée. Une fois que j'aurai mon mapping, donc j'aurai le vecteur qui est encore plus grand. J'avais un vecteur qui avait seulement 2 valeurs. Je vais maintenant avoir un vecteur qui a 28 valeurs, si je me rappelle bien. Donc 28 valeurs où chaque valeur est basée sur X1, X2. Donc tantôt c'est X1 à la puissance 3, X1 à la puissance 2 fois X2, X2 à la puissance 2 fois X1, etc. Jusqu'à terminer tout notre polynôme. Donc on aura plusieurs valeurs, un vecteur caractéristique qui est encore plus grand. Et maintenant, donc du moment qu'on a le vecteur caractéristique qui est très grand, on va tout simplement le multiplier par notre grand θ, le θ qu'on a trouvé durant l'entraînement. Je multiplie avec le grand θ, donc grand θ fois x1 jusqu'à x28. Et là, j'aurai un scalaire. Donc, j'aurai mon hypothèse Hθ qui est un scalaire. Mais nous, pour dessiner la limite de décision, qui est un cercle, on a besoin de plus que ça. Donc, ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de créer une matrice Donc, on va essayer de créer une matrice qu'on appellera donc x1, x2, j'appellerai ça y ou bien x.
Ah, ok, je repartage tout de suite. Ok, donc j'étais là. Donc là, pour avoir les valeurs, donc je vais avoir, au lieu d'un scalaire qui est hθ de x1, x2, je vais avoir une matrice. Et pourquoi une matrice? Parce qu'en appelant notre fonction prédéfinie, ce qu'on va créer, on va créer plusieurs valeurs pour chaque combinaison de x1 et de x2. Donc x1, x2, et j'aurai plusieurs valeurs du polynôme. Et pour toutes ces valeurs du polynôme, je vais essayer de chercher donc mon hθ. Donc j'aurai une matrice qui a la taille de x1, x2. Et pour faire ça, en implémentation, donc, où est-ce que j'ai mis ça? TP5. Non. Je pense que j'ai perdu ma connexion. Je repartage. Donc, on devrait utiliser quelque chose comme ceci. Donc là, c'est notre fonction de mapping donc, qui va nous créer nos valeurs. Et là, donc, je vais créer donc, deux vecteurs équidistants, d'accord? Donc, line space, ça va me créer deux vecteurs. Donc, c'est exactement c'est exactement le même nom, donc pas avec NP, mais exactement le même nom que vous allez trouver si vous implémentez ça en MATLAB. Donc, je vais créer des valeurs équidistantes. Donc, ça va me donner 100 valeurs. Normalement, c'est 100 valeurs, donc 50 avant, 50 après. Notre B et notre Z qui aura la taille de A et la taille de B. Donc, ici, c'est une matrice carrée, vu qu'on a créé le même nombre de valeurs pour A et pour B. Et pour chaque valeur de A et chaque valeur de B, on va essayer d'aller chercher notre fonction hypothèse. Notre fonction hypothèse qui va aller, donc c'est tout simplement le produit du résultat du mapping avec notre θ final. Θ final, donc, qui a une taille qui est égale au nombre de caractéristiques, donc ce qu'on avait défini, 28 caractéristiques, de nouvelles caractéristiques qu'on a calculées. Donc, je vais tout simplement calculer mon hθ, donc mon z que j'ai ici, c'est exactement mon hθ. Mais maintenant, on ne va pas utiliser line, on ne va pas dessiner une ligne, mais on va dessiner un contour qui va prendre donc, les valeurs A, B et Z. Donc, la coordonnée et la valeur de Z correspondante. Et là, je vais pouvoir finalement dessiner mon cercle qui va séparer mes données. Et pareil, donc contour, c'est exactement la même formule que j'avais utilisée il y a quelques temps pour MATLAB. Voilà. Donc, c'est juste par rapport aux questions que j'ai vues. Donc, c'est par rapport aux questions que j'ai eues par rapport au TP numéro 4. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? J'ai l'impression que les personnes qui m'ont posé des questions ne sont pas là. Je vois que ceux qui ont eu une bonne solution de TP. Donc voilà, pour le reste, je pense qu'ils pourront voir en streaming la vidéo. Bien, donc je commence le TP5. Le TP5 est déjà sur votre drive, donc vous pouvez dès à présent le télécharger et on va essayer de voir ce qu'on a envie de faire pour le TP5. Alors, jusqu'ici, ce qu'on a fait, c'est la régression logistique binaire. Et on sait que la régression logistique, ça va nous donner une probabilité d'appartenance, oui ou non, à une classe donnée. Donc, la régression logistique nous permet seulement de faire une classification binaire.
je ne peux pas faire une classification multiclasse avec la régression logistique telle qu'on l'a vue. Ce n'est pas possible. Et donc, ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est d'utiliser la régression. D'abord, utiliser la régression logistique multiclasse pour la comparer à la classification en utilisant un réseau de neurones. Donc, en utilisant le réseau de neurones avec une propagation en avant, donc avec un forward pass ou forward propagation. La base de données qu'on va utiliser, ça va être la même base de données qu'on a utilisée pour le TP1. Donc, on va revenir vers nos chères images et on va essayer de classifier nos chiffres manuscrits. Donc, on commence par importer nos librairies, comme d'habitude. On commence par lire nos données. Donc, les données sont dans la matrice data. La matrice data est une matrice de 5000 lignes et de 401 colonnes. Ça, je vais cacher. Et donc, 5000 lignes de notre ensemble de données et 401 colonnes. Et donc, ma question pour vous est que représente le 5000 et que représente notre 401? A priori, à votre avis, et je vous dis que j'ai les caractéristiques et les étiquettes à l'intérieur de cette matrice. Donc, qui peut me dire 5000 images? Très bien, 5000 images, c'est nos 5000 exemples. 400 pixels, parfait. Et le 1, c'est le résultat. Très bien, c'est le résultat. Excellent. Donc, on a 5000 images et on a notre résultat. C'est quoi le résultat? Que représente le résultat? Ahmed et les autres. Le chiffre, très bien, c'est notre chiffre. Donc, la classe, en fait, c'est le chiffre 0, le chiffre 1, le chiffre 2, jusqu'au chiffre numéro 9. Très bien. Voilà. Alors, ici, je vous ai mis le lien de l'ensemble d'images tel qu'il a été proposé par Yann LeCun. Donc, Yann LeCun, je ne sais pas si je vous ai déjà dit ça, donc c'est parmi les tout premiers pionniers de l'apprentissage profond et qui avait commencé à reconnaître les chiffres manuscrits dans les années 90. Donc, la base de données est là. Donc, si vous suivez ce lien, donc vous trouverez votre base de données. Donc, vous savez qu'on a pris seulement 5000 images de l'ensemble de très grand ensemble d'images MNIST. Et ici, donc, vous avez beaucoup plus d'images dans l'ensemble d'entraînement et l'ensemble de tests qui sont séparés. Vous avez quelques résultats de tous les classifieurs qui ont déjà été utilisés. Donc, pour ce tableau, là maintenant, ça devient encore plus facile pour vous de comprendre le contenu. Donc, vous connaissez les approches, les cas plus proches voisins, les SVM, on va s'approfondir dessus, les réseaux de neurones. Et là, donc, le dernier résultat qu'ils ont obtenu, c'était en 2012 et ils avaient obtenu une erreur de 0,23. Donc, ici, c'est juste une comparaison entre plusieurs approches. Là, c'est des articles scientifiques qui ont proposé une approche de classification des chiffres manuscrits de la base MNIST. Et le dernier résultat publié dans le site du professeur LeCun, c'est le résultat obtenu en 2012. Pourquoi ils se sont arrêtés en 2012? Visiblement, comme je vous ai déjà dit, parce que c'est la venue de l'apprentissage profond. Et là, donc, les algorithmes se sont beaucoup plus développés et se sont beaucoup plus centralisés vers l'apprentissage profond et notamment les réseaux de neurones convolutifs. Donc, vous les voyez déjà, ça a commencé déjà. À partir de 2000, ça a commencé plus tôt, hein, donc le plus grand saut des réseaux de neurones convolutifs, c'était en 2012. Voilà, donc je voulais montrer ça rapidement et je reviens. Donc pour ceux qui veulent un challenge plus grand, vous pouvez essayer avec la base de données MNIST qui est plus grande et voir ce que vous pouvez avoir comme tout. Bien, donc on avait dit que chaque ligne représente un exemple. Donc vous aviez raison. Et chaque colonne, donc c'est les caractéristiques plus la dernière colonne qui est l'étiquette. On prépare nos données comme d'habitude. Donc X, Y, et bien sûr, donc jusqu'à la dernière colonne moins 1, c'est nos X, auquel on rajoute notre intercept, notre ordonnée à l'origine. Et donc notre Y, qui sera la dernière colonne. Donc 5401
401 maintenant, tout ça, c'est des caractéristiques. Première colonne, c'est notre intercept, nos 1, notre colonne de 1. Et notre Y, donc l'étiquette, c'est aussi un scalaire ici. On visualise, donc c'est le même code que vous aviez eu en TP1, donc on visualise quelques données. Pourquoi j'ai mis cet ensemble de données spécialement? Juste pour vous montrer qu'ici, l'étiquette, c'est égal à 0. Hein. Donc j'ai changé ce que j'avais dans le TP1. Vous vous rappelez que pour la classe 0, on lui avait donné l'étiquette numéro 10, mais ça, c'était juste par rapport à la compatibilité avec MATLAB. Donc ici, j'ai remis à 0. Donc vous trouverez l'étiquette de l'image 0 égale effectivement à 0. Et on commence la régression logistique. Pour la régression logistique, on va utiliser, comme d'habitude, la vectorisation. Donc, on va utiliser des matrices pour les calculs du gradient, le calcul du coût, propagation, etc. Donc, encore une fois, je vous rappelle que la régression logistique est utilisée pour une classification binaire. Parce que ce que j'obtiens à partir de la régression logistique, c'est un scalaire. Donc, hθ de x, de grand X, est égal à une seule valeur. Et cette valeur, c'est la probabilité d'appartenance à la classe 1. Et si je veux avoir la probabilité d'appartenance à la classe 2 ou bien à la non-appartenance à la classe 1, je vais faire 1 moins la probabilité. 1 moins hθ. Donc, en fait, notre régression logistique ne nous permet pas de faire une classification multiclasse, donc une multiclassification. Donc, pour résoudre ce problème, on va essayer d'utiliser une stratégie 1 contre tous. Donc, pour utiliser la stratégie 1 contre tous, on doit un petit peu réorganiser nos données. Donc, pour ça, je vais avoir besoin de votre aide. Je commence par représenter une donnée, une quelconque donnée. Donc, imaginez que j'ai un vecteur, c'est un exemple, donc de x1, enfin de x0 qui est égal à 1, jusqu'à x400. Donc ça, c'est ma première image. Ça, je vais dire que c'est une image. À cette image, on va supposer que j'ai un θ qui est déjà entraîné, ok? Donc, je vais supposer que mon θ est déjà entraîné. Et là, j'aurai mon hypothèse hθ de x. Et hθ de x, je sais que c'est une probabilité, étant donné que c'est la sigmoïde de la combinaison linéaire de x fois θ. Donc, ça va être une probabilité. Donc, je vais imaginer que j'ai un 0,8 dans hθ. Donc, mon 0,8, c'est la probabilité d'appartenance de l'objet x à la classe que j'ai envie de classifier. Donc, imaginez que ça, c'est θ, et j'ai la probabilité d'appartenance à la classe 0. Donc, est-ce que mon chiffre, c'est un 0, oui ou non? Donc, pour savoir si mon chiffre est un 0, oui ou non, j'ai entraîné un classifieur basé sur une régression logistique pour prédire que c'est un 0. Donc, ça, c'est mon θ. Alors, ça serait quoi ma question? Ma question pour vous, ça serait que ça, c'est mon hypothèse pour la classe 0 seulement. Donc, en fait, je prends mon x, je prends mon h, mon θ, je calcule hθ et j'ai la probabilité d'appartenance à la classe 1. Si je veux savoir si cet objet appartient à la classe 2, qu'est-ce que je fais? Ma question est un peu mal posée, mais j'aimerais avoir votre réflexion par rapport à une multiclassification. On fait avec le θ de la classe 2. Très bien, très bien. Donc votre réponse m'intéresse parce que ça veut dire que pour chaque classe, j'aurai un θ à part, n'est-ce pas? Donc θ1
θ2 jusqu'à θ9. Donc, θ de la classe 9. Bien. Donc, θ de la classe 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Avoir plusieurs θ, qu'est-ce que ça veut dire? Si j'ai plusieurs θ, qu'est-ce que je suis en train de faire finalement? Si j'ai plusieurs θ, j'ai plusieurs hypothèses, n'est-ce pas? Donc, l'hypothèse d'appartenance à la classe 0, l'hypothèse de l'appartenance à la classe 1, jusqu'à l'hypothèse d'appartenance à la classe 9. Pour chaque classe, on a une fonction. Très bien. Pour chaque classe, on a une fonction. Et donc, qu'est-ce que j'ai finalement, qu'est-ce que j'ai? On prend le max. Bien, on prend le max, effectivement. À la fin, on prend l'hypothèse maximale. Très bien, c'est ça. C'est ça. Donc, en fait, le terme que je suis en train de chercher, c'est que j'ai en fait plusieurs classifieurs. Je n'ai pas un seul classifieur. J'ai plusieurs classifieurs. J'ai plusieurs θ. J'ai plusieurs hypothèses. Donc, j'ai plusieurs régressions logistiques. Donc, en fait, j'ai plusieurs classifieurs. J'ai un premier classifieur pour la classe 0, un deuxième classifieur pour la classe 1, jusqu'au 10e classifieur, qui est la classe du chiffre 9. Donc, j'ai plusieurs classifieurs. Et là, chaque classifieur va me rendre une hypothèse, va me rendre une probabilité. Et pour décider si l'objet X appartient à la classe 1 ou bien 2 ou bien 3, en fait, je prends la probabilité maximale, étant donné que chacune va me rendre un scalaire qui est une probabilité. Bien. Donc, jusqu'ici, on est d'accord. Donc, pour un objet donné, je vais aller donner cet objet à plusieurs classifieurs. Et chaque classifieur va me donner une certaine probabilité. Comment je vais entraîner ces plusieurs classifieurs finalement? Qu'est-ce que je leur donne en entrée? Je leur donne ma base d'apprentissage. C'est ce qu'on a l'habitude de faire. Donc, si je prends ma base d'apprentissage, j'aurai 5000 lignes et 401 colonnes. Qu'est-ce qu'on a l'habitude de donner à notre algorithme de régression pour trouver mes paramètres θ? Donc, en fait, vous m'avez dit, j'ai plusieurs θ. Vous m'avez dit, j'ai plusieurs fonctions. Effectivement, j'ai plusieurs fonctions parce que j'ai plusieurs θ. Donc, j'ai θ pour la classe 1, θ pour la classe 2, jusqu'à θ pour la classe 9. Et si du moment que j'ai plusieurs θ, donc j'ai plusieurs hypothèses. Donc, je vais entraîner plusieurs hypothèses. D'habitude, pour entraîner une seule hypothèse, j'ai besoin de quoi? On divise nos données en 10. Bien. Comment je divise mes données en 10? Comment je vais diviser mes données en 10? Donc, je sais que mon Y, c'est un vecteur de 5000 lignes qui contient des 1, des 0. Alors, une seconde, il y a mon partage, il y a ma connexion qui est... Bien, je lui donne que les chiffres qui lui correspondent. D'accord, je suis d'accord. Attendez, je vais essayer de voir. Alors, on divise nos données en 10. On crée une classe, par exemple, 0, pas 0. Bien, oui. Oui, on crée une classe 0, pas 0. On lui donne que les chiffres qui lui correspondent. Et on fait des copies des données. Et pour chaque classe, on met les autres classes à la même valeur. Bien. D'accord. Je reviens. Mais on n'aura pas un déséquilibre comme ça. On aura un déséquilibre. Mais avant d'arriver à un déséquilibre, je veux savoir ce que je vais donner en entrée au niveau des nombres de données. Justement, on n'aura pas un déséquilibre, non.
On aura un déséquilibre dans les classes, mais pas dans le nombre de données. Donc, répétez-moi votre algorithme. À votre avis, qu'est-ce que je vais faire? Donc, on fait des copies des données. Donc, je fais des copies des données. Je vais appeler X1, qui est ma matrice de 5000 lignes et de 401 colonnes. Donc, j'essaie de suivre votre algorithme, votre raisonnement. Donc, X1, je fais des copies. Donc, X2, je fais aussi une copie. Vous voyez mon écran, n'est-ce pas? Non? Mon écran est visible? Non, OK. Donc, je repartage. Bien. Maintenant, vous voyez mon écran, s'il vous plaît? Parfait. Donc, vous m'avez dit, je continue jusqu'à X10. Bon, je commence par X0. Je fais la copie de mes données. Ça égale à aussi une matrice qui est de 5000 lignes et 401 colonnes. Bien. X1, X2 jusqu'à X9. J'ai fait la copie de mes données. Maintenant, qu'est-ce que je fais de mes Y? Et qu'est-ce que je donne à mon algorithme de régression? Donc, chaque classe aura son propre algorithme de régression, donc sa propre fonction de régression. Qu'est-ce que je lui donne en entrée? Oui? Madame, Oui. pour chaque classe, on veut calculer la classe 1. وين ان نخلوها 1 وين ما كانش هذيك لا كلاس نديرو 0 نرجعوها بينها. Très bien. Donc وين نرجعوها هذه بصح؟ مادام ça dépend la classe اللي انا حابين نجيبوا ليبوتيز تاعها نو. Oui, vous avez raison. حبيت برك نقول لك وين هذه اللي نديرها 1 و 0. C'est quoi? C'est le X, c'est le θ. Très bien. Donc, c'est ça, c'est exactement ça. Donc, Hada, j'ai fait la duplication pour la classe 0. Bon, mon partage. Bon, ça c'est mon Y. Bon, je le redessine avec une couleur plus... Donc, mon premier X, X0, donc, votre camarade a proposé de dupliquer, de recréer nos données. Donc, j'ai recréé nos données dans X0, X1, X2. Et là, X0, je vais lui donner son vecteur Y. Donc, la proposition de Omar, c'était de dupliquer nos X. La proposition de Ahmed, c'était de mettre des 1 pour la classe donnée et des 0 partout. Donc, imaginez que j'ai mon Y qui contient 5000 valeurs. Donc, pour ces 5000 valeurs, je vais aller chercher mon étiquette 0 et là où j'ai un 0 dans le Y, je vais mettre 1. Et là où je n'ai pas de 0, je vais mettre des 0. Peut-être que l'exemple numéro 5, c'est un 0, c'est l'étiquette 0, donc je vais mettre un 1. Et tout le reste, je vais mettre des 0. Et là, j'aurais préparé mon Y de la classe 0. Je fais ça pareil, Y de la classe 1. Là où j'ai un 1, je vais mettre un 1. Et pour tout le reste, je vais mettre des 0. Et j'ai préparé mon Y pour le deuxième classifieur. Je fais ça pour la classe 2, pour la classe 3, jusqu'à la classe 9. Donc, pour la classe 9, je vais mettre des 1 là où mon étiquette est égale à 9 et des 0 pour tout le reste. Etc. J'ai préparé mes données. Maintenant, je vais tout simplement appeler mon algorithme de régression logistique. Donc, mon algorithme de régression logistique, ce qu'il va faire, il va prendre, donc je prends le premier exemple, le voici, je prends l'étiquette du premier exemple et je calcule l'erreur de la régression et je fais la propagation avec ma descente du gradient. Je fais ça avec le deuxième exemple.
je calcule, je prends l'étiquette du deuxième exemple et j'applique mon algorithme de régression. Je récupère mon gradient que je vais propager lorsque je terminerai tout mon ensemble de données, donc les 5000 données, et je répète ça pour chaque itération. À la fin, de l'entraînement, donc ce qu'on va obtenir, donc à la fin de l'entraînement, je commence un petit peu, à la fin de l'entraînement, donc on aura une prédiction, donc qui est Hθ, donc j'aurai mon θ de la classe 0. Je vais mettre ça entre crochets. Donc, pour chaque exemple de notre base d'entraînement, on met 1 pour le chiffre qu'on cherche à apprendre et 0 pour tout le reste. Exactement. Pour le chiffre qu'on cherche à apprendre et pour le classifieur de ce chiffre. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'un classifieur pour chaque chiffre. Et pourquoi je fais ça? Parce que l'algorithme de régression logistique me permet de faire une régression, une classification binaire seulement. Parce que mon output, c'est une probabilité d'appartenance et une seule probabilité, c'est un scalaire. Et c'est ce que vous avez eu lorsque vous avez implémenté votre algorithme de régression logistique. Donc, du moment que j'ai une seule valeur, par exemple, dans ce cas-là, j'aurai besoin, pour avoir toutes les classes, j'aurai besoin pour chaque exemple de 10 valeurs, où chaque valeur va être obtenue avec chaque classifieur. Donc, si j'obtiens, moi, ici, un θ, pour obtenir la prédiction, je vais aller prendre mon exemple, donc mon x, le premier exemple de x, que je vais multiplier par mon θ de la classe 0, donc le classifieur de la classe 0. Et ça va me donner un scalaire qui est une probabilité, 0,5 par exemple. J'ai mon 0,5 qui a été obtenu avec le classifieur de la classe 0, du chiffre 0. Exactement, exactement. Donc, on va parcourir nos 5000 images 10 fois, mais pas dans le même algorithme. Donc, chaque algorithme, chaque régression va être faite par son algorithme de régression spécial. Et c'est ce que je vous ai mis ici. Donc, si je reviens sur notre TP. Donc, one versus all, ce que ça va me donner, donc, vous avez un seul algorithme de régression logistique. Hein? Donc, pour mon algorithme de régression logistique, comme d'habitude, je lui donne son x, je lui donne son y, je lui donne les paramètres initiaux de θ, et il va me rendre un θ. Mais ce θ, moi, je vais l'avoir pour chaque classifieur. Et le nombre de classifieurs que j'aurai, c'est égal au nombre de classes. Donc, à l'extérieur de mon algorithme de régression logistique, je vais aller faire une boucle qui va boucler sur le nombre de classes. Et pour chaque classe, j'aurai son θ. Donc, ce que vous devez implémenter, c'est reprendre votre TP précédent pour le mettre dans Logistic Regression Cost Function. Donc, Logistic Regression Cost Function va me remettre mon θ, un θ par classe. Et ce θ, c'est exactement ce que vous avez trouvé durant le TP précédent. Donc, ce θ, je vais le cumuler pour le mettre dans all θ, dans une grande matrice que je vais appeler all θ. Et ce all θ, je vais en avoir besoin pour calculer la probabilité maximale. D'accord, donc, voici ce que vous m'avez proposé et ce que j'étais en train d'expliquer. Je l'ai mis ici. Donc, Y, donc ce que je donne à mon algorithme de logistic regression, je vais lui donner les X. Donc, ici, je n'ai pas besoin de faire des duplications. Je vais juste donner à X à la même fonction. Donc, c'est le même X que je vais appeler plusieurs fois à l'intérieur de ma boucle. Et la boucle va boucler sur le nombre de classes pour avoir un classifieur par classe. D'accord? Donc, je vais lui donner la matrice X qui est donc 5000 fois 401. C'est la matrice de caractéristiques. All θ exact, tout à fait. Donc, all θ va avoir 401 paramètres
pour 10 classifieurs. Donc, 10 classifieurs, c'est le nombre de lignes, et 401 colonnes, c'est le nombre de paramètres. On ne va pas avoir, voilà, 10 θ. 10 θ, mais θ, c'est une matrice. Enfin, c'est un vecteur plutôt. C'est 10 vecteurs de θ. Pourquoi? Parce que j'ai 10 hypothèses, j'ai 10 classifieurs. Ça va, c'est clair jusqu'ici? Donc, c'est ce qu'on aura à la sortie. Donc, all θ va être égal, va avoir une dimension de 10 lignes, de 0 jusqu'à 9, et 401 colonnes. 401 colonnes, c'est θ. C'est notre θ. Et c'est pour ça qu'on l'a initialisé. Donc, initial θ, c'est NP0, pas initial θ. All θ. Ah, je n'ai pas initialisé notre θ. Donc, all θ, on va l'initialiser. Donc, je vais l'initialiser ici. Pardon, je n'ai pas initialisé les all θ. Donc, va être égal à NP0. Non, c'est 401. C'est 401 parce que le intercept, c'est aussi un paramètre. Ça rentre dans le calcul, n'est-ce pas? Non, non. Voilà, très bien. Bien. Donc, all θ, c'est NP0. Alors, le nombre de lignes va être égal au nombre de classes. Ah non, all θ, je l'ai initialisé. Voilà, donc je me disais que je l'ai bien initialisé. Donc, vous voyez, voici mon all θ. All θ, je l'ai obtenu avec le nombre de classes que j'ai et le nombre de caractéristiques dans X. Le nombre de caractéristiques, donc les caractéristiques, mes 400 caractéristiques, plus le passage par 0. Donc, plus le X0. Voilà, donc, alors, la conversion que vous m'avez proposée, elle est justement implémentée ici. Donc, Y égale à classe de I. Donc, I donc, va aller de 0 jusqu'au nombre de classes. Et ici, Y est égal à classe de I. Et je vais transformer ça en integer. Pourquoi j'ai transformé ça en integer à votre avis? Donc, Y est égal à X va me dire, est-ce que va mettre... Bon, je ne dis pas ce que ça veut dire. Donc, Y est égal à classe de I. Qu'est-ce que ça fait ici? À votre avis, qu'est-ce que je suis en train de faire en me disant Y égale à classe de I? Un 0, bien. Et pourquoi je mets as type, integer? Oui, pour binariser. Et si je ne mettais pas as type, qu'est-ce que j'aurais en sortie? Non, 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 ce n'est pas pour enlever la virgule. Non, c'est autre chose. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Que fait Y égale à quelque chose? Si je mets variable égale à autre variable en Python, à votre avis, qu'est-ce que ça va me donner? Bien, 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 très bien. Donc, pourquoi j'ai mis asType? True égale à 1. Bien. Donc, c'est pour transformer vos valeurs booléennes ici en un vecteur de 0 et de 1. Et pourquoi? Parce qu'on a besoin de faire des calculs par la suite. Donc, je ne peux pas envoyer un vecteur de booléen à mon algorithme de régression logistique. J'ai besoin de lui envoyer un vecteur de 1 et de 0. Donc là, ce que je suis en train de dire, dans mon Y, dans mon vecteur Y, remets-moi un vecteur qui a la même taille que Y, mais qui contient des 1 lorsque je suis dans la classe I et qui contient des 0 pour tout le reste. J'ai une autre question. Pourquoi ici j'ai mis Y est égal à classe de I et je n'ai pas mis directement Y est égal à I? Pourquoi, à votre avis? Alors ici, donc j'ai surligné ça. Donc j'ai mis θ égale à linear cost function, donc de X, et je lui envoie en paramètre Y égale à classe de I. Point asType integer.
pourquoi Y égale à classe de I et non pas Y est égal à I directement. Bien, très bien. I, c'est l'indice. Exactement. I, c'est l'indice. Donc, si je mets directement I, donc ça va me dire Y égale à 0. Donc, pour l'indice égal à 0, la classe sera égale à 1 et pour tout le reste. Mais c'est pareil, très bien, très bien. C'est ce que je voulais entendre. C'est pareil. Y est égal à 0, donc je suis bien dans la classe 0. Y est égal à 1, je suis bien dans la classe 1. Dans ce cas-là, pourquoi moi j'ai utilisé classe de I et je n'ai pas utilisé directement I? Effectivement, oui. Pourquoi je me suis compliqué la vie en rajoutant classe de I? Du moment que c'est la même chose. Vecteur. Alors, classe de I. Avoir le vecteur directement de 1 et de 0. Non, non, non. Même si j'avais mis classe de I, j'aurais eu la même chose. Regardez. Regardez ce que j'ai mis. Classe égale à unique de Y, n'est-ce pas? Donc, si je veux afficher classe, j'aurai ça. Ah, j'ai pas encore... j'ai fermé. Donc, je dois refaire. Une seconde. Je refais ça. C'est bon. C'est pour le plot. Voilà. Regardez ce que j'ai dans classe. Dans classe, j'ai obtenu les classes uniques du vecteur Y, n'est-ce pas? Donc 0, 1, 2, 3. Et je sais que donc I, lorsque I est égal à 0, je suis bel et bien dans la classe 0. Lorsque I est égal à 1, je suis bel et bien dans la classe 1. Lorsque I est égal à 2, et ici, lorsque j'ai mis Y est égal à la classe de I, donc si je fais ça, voici ce que j'obtiens. Classe de 0, je vais dire. D'accord? Et j'affiche Y. J'affiche le résultat. Donc, voici ce que je disais tout à l'heure. Donc, si je mets Y est égal à la classe de I, j'aurai true lorsque c'est égal à la classe 0 et j'aurai false ailleurs. Et là, donc, dans notre base de données, je sais que la base de données est organisée de telle sorte que la classe 0, c'est au début, la classe 1 après, la classe 2, la classe 3, donc c'est ordonné. D'accord? Donc, quand j'ai fait Y est égal à la classe de I, j'ai obtenu true et false. Quand j'ai mis toInt, as type plutôt, j'ai obtenu des 1 et des 0. Maintenant, j'ai dit que Y est égal à la classe de 0. Et si j'avais mis Y est égal à 0, j'aurais eu exactement la même chose. Donc, pourquoi j'ai précisé ici que Y est égal à classe de I et non pas I, même si, dans ce cas, j'obtiens la même chose. C'est tout simple, hein? C'est vraiment quelque chose de très simple. Et c'est juste si vous mettez I ici. C'est juste pour cet ensemble de données. Mais ça serait quoi notre problème si j'utilise directement mon I? Je répète, ça ne pose pas de problème si je mets I ici. Hein. Ça ne pose pas de problème pour cet ensemble de données. Et ça serait quoi le problème? Oui. Madame, pour autre شغل classe, madame, بالك يكون ما فيهمش 0, 1, 2, 3 حاجات. Exactement. 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 C'est exactement ça. Tout simplement. Donc, moi, ce que je préfère en programmation, c'est que vous soyez toujours le plus indépendant possible de vos données. Parce que les données changent. L'algorithme ne change pas. Et nous, on veut que notre algorithme soit fonctionnel. Voilà, c'est pour la généralisation, soit fonctionnel pour toutes les données possibles. Donc, imaginez avec moi que j'ai mis unique
unique de Y, et j'avais trouvé 0, 1, 3, 6. Donc, en fait, mes images ne contiennent pas le chiffre 1. Ou bien, je ne sais pas, j'aurai une étiquette différente. Donc, si j'ai une étiquette différente, je ne vais pas aller directement utiliser mon i. Parce que j'ai appelé une fonction qui utilise unique. Donc, donnez-moi les classes uniques de ce vecteur de classe. Et lorsque vous faites de l'apprentissage automatique, très souvent, les données ne sont pas équilibrées. Et très souvent, vous allez avoir une classe et ne pas avoir une autre classe. Donc, il est possible dans votre base d'apprentissage d'avoir des étiquettes qui ne correspondent pas forcément à l'indice. Ou bien, la classe n'a pas le même chiffre que l'indice. Et donc là, la meilleure solution, c'est toujours d'être le plus général possible. Donc, c'est pour ça que je préfère, encore une fois, donc pour ce TP, utiliser i directement, ça ne pose pas de problème. Mais si on veut généraliser et si on veut utiliser ce même code demain avec d'autres données, on préfère utiliser classe de i et non pas i directement. Bien, donc, jusqu'ici, on a transformé nos y à avoir une classification 1 contre tous. Donc, on aura notre x, on aura notre y pour le classifieur 0, et on va lui envoyer donc initial theta, alpha, learning rate, max iteration, le nombre d'itérations maximum, et notre lambda, qui est notre paramètre de régularisation. Et tout ça, donc, normalement, vous êtes déjà familier avec tout ça, vous avez déjà fait ça dans le TP. Donc, cette fonction, c'est exactement la même fonction que vous avez implémentée durant le TP précédent. Bien sûr, ce que vous avez implémenté, c'était diviser compute cost, donc compute gradient, donc propager le gradient, gradient descent, etc. Vous pouvez utiliser les mêmes fonctions ou bien regrouper le tout à l'intérieur. Bien sûr, il est préférable toujours de moduler vos codes. Donc, gardez les appels aux fonctions, gardez vos fonctions, calcul de coût à part, propagation du gradient à part, la descente du gradient, donc propagation du gradient, descente du gradient, et votre logistic regression finale va vous retourner vos paramètres θ. Vos paramètres θ ici, c'est un vecteur pour la classe i, et ce vecteur, on va le regrouper pour le mettre à la première ligne de all θ. Et là, nos all θ vont nous donner pour chaque ligne des paramètres θ de régression logistique pour la classe donnée. Est-ce que c'est clair jusqu'ici, s'il vous plaît? Ça va? Il y a des questions? Pas de questions, s'il vous plaît? Madame. Oui, oui, Emad. Pour calculer les prédictions, Bien. واش نديرو؟ نديرو x في transposé de θ. Exact. C'est x la transposée de θ. Et on a donc nos probabilités pour chaque classe. Justement, ça nous ramène à la question la plus intéressante. C'est comment je fais la prédiction maintenant que j'ai plusieurs classifieurs. Chaque classifieur nous donne quelque chose. Donc justement, on va prendre notre x, on va prendre notre θ, et on va multiplier notre x avec notre θ, et on aura une valeur, une probabilité pour le premier θ, pour la première ligne. Et on répète ça pour la deuxième ligne, donc x fois θ, deuxième ligne, x θ, troisième ligne, et on aura donc des probabilités pour chaque classe. Exact. On fait la prédiction pour toutes les classes. Donc, pour chaque classe, on a une hypothèse indépendante. Pour chaque classe, on a son propre θ. Donc, on aura sa propre hypothèse. Donc, elle aura son propre scalaire. Et ce qu'on va choisir, ce qu'on avait dit tout à l'heure, donc on choisit la probabilité maximale. Donc, si je reviens, donc on a dit qu'on avait all θ. Donc,
première ligne, premier θ, deuxième θ, troisième θ, jusqu'à θ numéro 10. Et là, donc j'ai ma matrice. Donc ça, c'est mon grand θ, all θ. Et là, je vais le multiplier par mon grand X. Mon grand X qui contient 401 valeurs et 5000 exemples. OK? Donc 5000 lignes et 401 valeurs. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est de multiplier mon θ avec mon grand X. Là, soit je transpose mon grand X, soit je transpose mon θ. Je vais transposer mon grand X. Donc, en fait, si je transpose mon grand X, donc j'aurai mon premier exemple en tant que colonne, premier exemple, deuxième exemple, jusqu'à 5000 exemples, 5000e exemple. Donc là, vous êtes libre pour les formes de vos matrices. Soit c'est X qui est transpose, soit c'est θ qui est transpose. Donc, vous faites comme vous le sentez. Le plus important et notre objectif, c'est d'utiliser la vectorisation pour un petit peu accélérer les calculs et profiter de la performance de NumPy. Si je fais X transpose, donc j'aurai ma grande matrice X transpose qui aura 401 lignes et 5000 colonnes. Et je fais ça, donc pour la classe 1, je prends la première ligne, je multiplie par la première colonne et j'aurai ma première valeur. Première ligne, première colonne, j'aurai ma première hypothèse et c'est l'hypothèse de l'appartenance de l'objet 1 à la classe 1. Donc ça, c'est à la classe 0, on va dire, le chiffre 0. Donc ça, c'est pour la classe 0, classe 1, classe 2, jusqu'à la classe 9. Donc si je multiplie θ dans all θ, la première ligne de all θ, avec mon premier exemple, j'aurai la probabilité d'appartenance de l'objet 1, donc de l'image 1, à la classe 0. Donc ça, c'est l'exemple. Donc l'exemple, pour l'exemple, je vais utiliser les parenthèses, comme on a l'habitude d'utiliser dans hθ. Donc l'objet 1, donc l'image 1. Et pour le classifieur, je vais utiliser les crochets. Avec le classifieur 0. Donc ça, j'aurai une première probabilité, 0,3 peut-être. Je fais la même chose, donc première ligne, avec la deuxième colonne. Donc ça va me donner quoi? Première ligne avec la deuxième colonne. C'est la probabilité de quoi? Je vais la calculer, peut-être que je vais la trouver, 0,8. C'est quoi en fait ce 0,8, s'il vous plaît? C'est l'hypothèse de quoi? Je mets entre parenthèses l'exemple et entre crochets, je vais mettre l'appartenance de classe. Proba que le chiffre soit 1. Si c'est un 1, très bien. Ah, si c'est un 1. La deuxième valeur ici, réfléchissez bien. La deuxième valeur, mon 0,8, j'ai pris la première ligne de θ. La première ligne de θ, c'est le θ du classifieur de la classe 0. Classe 0, d'accord? C'est classe 0. Ce n'est pas classe 1, c'est classe 0. Pourquoi? Parce que le chiffre est égal à 0, d'accord? Donc, classe 0, j'ai appelé ça la classe 0. La deuxième ligne, j'ai appelé ça la classe 1, etc. Bon, OK. OK. Je vais mettre un 1 ici, d'accord. Ce n'est pas grave. Si on se trompe, on va y revenir. Donc, ici, vous m'avez dit que c'est la probabilité que le chiffre soit 1. Quel chiffre? C'est quel exemple ici? Ce 0,8, c'est quel exemple? C'est l'exemple 1, c'est l'exemple 2, c'est quel exemple? Regardez bien, j'ai pris la première ligne de θ avec la deuxième colonne de x. Donc, c'est quel exemple? Et je sais que x ici, c'est 5000 colonnes.
Et θ, c'est 10 lignes pour chaque classifieur. Exemple 1, si on compte de 0. D'accord. Donc, je vais compter de 0 pour ne pas avoir de confusion. Bien, je vais compter de 0. Donc, ça, c'est l'exemple 0. Ça, c'est l'exemple 1. Madame. Oui. Madame, θ راهم vertical ou horizontal? θ horizontal. Et c'est ce qu'on a mis la boucle. Regardez bien. All θ, dina θ. Ah, est-ce que θ est vertical? Non, non. Voilà, c'est la ligne I. Si on a bien précisé. Donc, chaque classifieur, la ligne, c'est le classifieur. Les colonnes, c'est les paramètres. Donc, le nombre de colonnes, c'est égal à 401 et le nombre de lignes est égal à 10. Donc, تسماك مدام الأولى هذه كاع تاع لو شيفر 0. Très bien, très bien. C'est à le chiffre 0. Donc, 0,8, c'est quoi? 0,8, qu'est-ce qu'elle représente? θ 1 du chiffre 0. Enfin, l'hypothèse 1 t'as le chiffre 0. Tu as le chiffre 0. Donc, c'est la classe 0. Tu as quel exemple? L'exemple الأول. Attends. L'exemple الأول قلنا c'est 0,3. Donc, قلنا بدينا له l'indice 0. Donc, هذا c'est l'indice 0. وهذا le deuxième. Ce que j'ai mis, le premier. On a dit que le premier, ça représente l'exemple, entre parenthèses, et le deuxième, ça représente le classifieur. Au moment de l'exemple, les morts, madame. Voilà, donc c'est l'exemple 1. On va dire l'exemple 1. Ou l'hdaya, c'est quelle classe? « 0,8, c'est l'appartenance. Donc, on est d'accord. Le 0,8 qu'on a ici, c'est la probabilité d'appartenance de l'exemple 1, la deuxième colonne de grand X. La deuxième colonne, donc c'est l'exemple 1. À la classe 0. À la classe 0. Très bien, très bien. Parfait. À la classe 0. Zidodoka, l'hypothèse suivante, je vais la trouver, est égale à 0,2. C'est l'hypothèse quoi? Qu'est-ce que je mets entre parenthèses et qu'est-ce que je mets entre crochets? C'est quel exemple? La colonne 3. Exemple 2. Moi. C'est l'exemple 2, très bien. C'est l'exemple 2. Très bien. C'est l'exemple 2 de la classe 0. On est d'accord. Très bien. La dernière. La dernière, ça va être H de quoi? Qu'est-ce que je mets entre parenthèses et qu'est-ce que je mets entre crochets? Le dernier, la dernière valeur, je vais la trouver, est égale à 0,1, peut-être. Donc, c'est l'hypothèse de quoi? Très bien. Excellent. Excellent. Donc, c'est 4999. Donc, ça, c'est ce que je vais mettre entre parenthèses. Et l'appartenance à la classe 0. Excellent. On est d'accord. On est d'accord. Donc, regardez, j'ai eu les θ à la première ligne et ces θ, c'est les paramètres du premier classifieur. Et les colonnes, le nombre de colonnes de mon X, c'est le nombre d'exemples. Donc, c'est de 0 jusqu'à 4999. J'ai 5000 exemples. Je continue. On continue avec un ou deux éléments de la ligne 2. Ensuite, on va aller au dernier élément. Donc, le deuxième élément, ça va être H de quoi? H, qu'est-ce que je mets entre parenthèses en vert et qu'est-ce que je mets entre crochets? Je parle de la deuxième ligne, première colonne. Très bien, très bien. Donc, c'est 0. C'est l'exemple 0. C'est la probabilité d'appartenance à la classe 0 de l'exemple numéro. C'est la probabilité d'appartenance de l'exemple numéro 0 à la classe numéro 1. Excellent. Très bien. Bien.
La dernière, ça va être H quoi? Bien, très bien. Donc, c'est 4999. Et bien sûr, l'appartenance à la classe 1. Je suis toujours à la deuxième ligne. Je vais maintenant à la dernière ligne et je suis sur H. Donc, c'est qu'est-ce que je mets entre parenthèses et qu'est-ce que je mets entre crochets? Très bien, très très bien. Donc, c'est la probabilité d'appartenance à la classe 9. Et je le vois bien ici, c'est le θ de la classe 9. C'est le θ du classifieur qui s'est occupé de classifier la classe 9 contre toutes les autres classes. Donc, ce θ, je le multiplie par le premier exemple. J'aurai la probabilité d'appartenance de cet exemple, qui est mon exemple 0, à la classe 9. Dernier élément, ça va être quoi? Excellent. Très bien. Très bien. Vous avez tout compris. Et vous avez raison. Donc, 4999. Et ici, c'est la classe 9. Bien. Donc, ce qu'on a obtenu en faisant la prédiction, c'est la prédiction de tous les objets pour toutes les classes. Donc, si je veux avoir la prédiction d'un seul objet, c'est les lignes ou c'est les colonnes? Si je veux avoir la prédiction d'un seul exemple, je prends la colonne ou bien la ligne? À votre avis, donc on a construit une matrice. La colonne, parfait. Donc, je prends la colonne. Donc, si je veux connaître la probabilité, la classe, on va dire la classe de l'objet numéro 0, la première image de mon ensemble de données, je vais prendre la première colonne. Essayons de trouver maintenant la classe de l'objet numéro 0. Donc, on va supposer que j'ai eu un 0,3. Très bien. NP.max. Est-ce que vous êtes sûr que c'est le max? Est-ce que c'est la classe du max? Vous y êtes presque, Amayas. Vous y êtes vraiment presque. Donc 0,3, 0,5, jusqu'à 0, je vais dire 9. C'est l'indice, très bien. Comment on trouve l'indice en Python? Argmax, excellent. Donc, à ce que vous m'avez dit, donc classe np.argmax. Donc, je vais chercher la classe de np.argmax de l'hypothèse de ce vecteur, de ce hθ. Donc, je vais aller chercher ça. Et l'indice que je trouve ici, je vais aller le chercher dans les classes. Et je vais tomber sur la classe de mon objet. Une autre question pour vous. À votre avis, la somme de cette hypothèse, si je prends un seul exemple, la somme de cette hypothèse, est-ce qu'elle est égale à 1? Est-ce que vous êtes sûr qu'elle est égale à 1? Bien. Bien. Qui pense que c'est égal à 1, à part Amayas? Et qui pense que ce n'est pas égal à 1? Et je veux des justifications. Pourquoi c'est égal à 1? Pourquoi ce n'est pas égal à 1? OK. Donc, pour le reste, ce n'est pas grave, Aïmad. Pour le reste, Omar, pourquoi ce n'est pas égal à 1? Et Amayas, pourquoi c'est égal à 1? Maintenant, parce que on a pour chaque ligne de notre matrice d'hypothèse, on a des probabilités. Les probabilités de sont calculées par rapport à, pas seulement à un seul θ. Mais quel est l'état l'idéal les classes, c'est pour qu'on trouve 0 ou la 1. Il y a des erreurs. Mais normalement, la sortie, ça doit être égal à 1. Enfin, c'est comme ça que je dis. La sortie? Alors,
La sortie ici. La sortie, tu as la régression linéaire. Bon, on voit la réponse de Yanis et je reviens vers votre réponse, Amayas. Alors, je pense juste que j'ai perdu mon partage. Je vais juste repartager. Alors, ce n'est pas égal à 1. Par exemple, si on a deux images qui sont des 1, on va avoir des probabilités hautes. Si on a la somme, ça va sûrement dépasser 1. Attendez. Votre justification. Alors, juste une question. Est-ce que vous avez quelque chose après? Parce que j'ai pris un peu plus de temps. Est-ce que vous avez autre chose? Est-ce que vous avez un cours maintenant? Non. Bien. Donc, on va essayer de faire rapidement, mais on a besoin de répondre à ces questions pour vous aider à implémenter vos TP. Donc, ce n'est pas égal à 1. On cherche les probas d'une image. OK. Par exemple, notre test contient des images 0, 0, 1, 0, 5, 6. D'accord? Et on cherche la somme des probabilités pour le chiffre 0. Oui. On cherche la probabilité d'appartenance pour le chiffre 0 avec les caractéristiques du 0. D'accord? Donc, si dans votre ensemble d'apprentissage, les probabilités vont ressembler à ça. 0,8, 0,9, 0,2, 0,7, 1, 5. Oui, mais ce n'est pas ce qu'on cherche. Alors, Yanis, je n'ai pas demandé si la somme de la ligne est égale à 1, mais j'ai demandé si la somme de la colonne est égale à 1. La ligne, oui, je suis d'accord avec vous. Pour la ligne, je suis tout à fait d'accord. La somme de la ligne, c'est impossible qu'elle soit égale à 1, vu que j'ai plusieurs exemples. Juste une question, madame. Oui. Dans un réseau de neurones, oui, on utilise des fonctions d'activation. Exact. Donc, je pense que ça peut aussi changer. Par exemple, la softmax. Oui. Elle va prendre deux vecteurs et elle va les sommer pour avoir un 1. Oui. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'une fonction d'activation peut influer sur la valeur? La fonction d'activation, on le verra durant les réseaux de neurones. Ne vous précipitez pas, on va y arriver justement. Mais avant, justement, on a besoin de comprendre ici, est-ce que la somme des hypothèses va être égale, supérieure ou inférieure à 1 pour savoir ce qui va se passer. C'est une connaissance qu'on va utiliser dans les réseaux de neurones. Donc, normalement, c'est 1, c'est pas 1. Car chaque valeur est calculée indépendamment des autres. Il n'y a aucune raison pour qu'on tombe sur un 1. Bien. Qui est d'accord avec Roman? Normalement, ça va donner un 1. La probabilité, donc, Yanis nous dit que c'est différent de 1, mais ce n'est pas ce qu'on cherche. Yanis, on n'est pas en train de chercher la somme des colonnes. Donc, si on cherchait la somme des colonnes, oui, vous avez raison. Mais là, on est en train de chercher la somme si on cherchait la somme des colonnes, voilà. Donc, une ligne, je cherche la somme de la première ligne. Mais là, on est en train de chercher la somme de la première colonne, qui est les probabilités d'appartenance à chaque classe pour un seul objet. Donc, je reviens sur vos réponses. Ce n'est pas égal à 1, oui. Et ceux qui ont dit à 1, on dit que c'est les probabilités. Les classifiants ont été entraînés sur un nombre différent d'exemples. Non, sur le même nombre d'exemples. Non. Sur le même nombre d'exemples. Le X, je reviens sur notre code. Yanis, le X, ici, c'est le même X. C'est le même nombre d'exemples. On a 5000 exemples et on a Y. C'est juste le Y qu'on a changé. Et maintenant, je vous réponds, et je suis d'accord avec Omar, ce n'est pas possible d'avoir la somme égale à 1. La somme serait égale à 1 si j'étais en train de prendre la probabilité d'appartenance
à la classe 0 avec non 0. Donc, l'hypothèse que j'ai ici, c'est un scalaire. C'est l'hypothèse de la régression logistique. Et l'hypothèse de la régression logistique, ça me donne un scalaire, ça ne me donne pas un vecteur. Donc ici, et votre camarade a tout à fait raison, chaque classifieur a été calculé et a été optimisé indépendamment. Donc chaque classifieur a sa propre hypothèse. Donc je peux avoir une confiance. Le premier classifieur m'a dit, voilà, la sortie de la régression logistique pour la classe 0, pour la classifieur 0, m'a donné une probabilité de 0,8. Et pour la classe 3, ça m'a donné aussi 0,8, parce que c'est un algorithme de régression totalement indépendant. Je lui ai donné tous les x et je lui ai donné la classe 3 contre toutes les autres classes. Donc, ce qu'on aura ici, ce ne sera pas, la somme ne sera pas égale à 1. Chaque hypothèse est issue d'un classifieur à part. La somme que j'aurai en 1, c'est la somme de l'appartenance à la classe 0 avec la classe non 0. Et la classe 0 avec la classe non 0, donc on l'a déjà vu, donc on a dit que la régression logistique Hθ de x, si je donne un seul exemple, ça va me donner une seule valeur qui est obtenue avec la sigmoïde de la fonction linéaire. Je mets ça en sigmoïde. Donc, c'est sigma de θ fois x, θ transpose fois x. Le sigma de θ transpose fois x, c'est un scalaire qui peut être supérieur à 1 ou inférieur à 1. Je lui applique la sigmoïde pour avoir une probabilité. Et cette probabilité, on avait dit, si vous vous rappelez, et revenez à votre cours de régression logistique, on avait dit que le output de la régression logistique, c'est l'appartenance à la classe 1. Et si je veux trouver l'appartenance à la classe non 1, je vais mettre 1 moins la probabilité d'appartenance à la classe 1. 1 moins Hθ. Et c'est là que je vais avoir la somme égale à 1. Maintenant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un Hθ pour chaque classe. Donc, l'hypothèse de la classe 1 n'est pas en train de voir, je vais vous dessiner un œil ici, donc n'est pas en train de voir l'hypothèse de la classe 2 ou l'hypothèse de la classe 0. Elles sont calculées d'une façon complètement indépendante. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous comprenez pourquoi la somme n'est pas égale à 1? Très bien. Très bien. Donc ici, si je reviens là, donc la somme ici, donc chaque classifieur m'a donné une probabilité d'appartenance à sa propre classe. Mais il ne sait pas si cet objet appartient à une autre classe. Donc, il me donne la probabilité d'appartenance à sa propre classe et il n'y a aucun lien entre cette classe et cette autre classe. Donc, ce que je vais avoir, je vais prendre juste le max, le argmax, et je vais aller le chercher dans mon nombre de classes. Et il est possible que je tombe sur deux maximums qui sont tous les deux égales à 0,9. Il est possible. Si mon classifieur n'arrive vraiment pas à distinguer entre le 1 et le 7, donc 1 comme ça et 7 comme ça, si mon classifieur n'arrive vraiment pas à distinguer entre les deux, j'aurai une probabilité de 0,9 pour le 1 et j'aurai aussi une probabilité de 0,9 pour le 7. Voilà, donc ça, c'était la dernière étape de la régression logistique. Et donc, en implémentant la régression multiclasse, vous allez bien sûr renforcer votre compréhension de la régression logistique où on va étendre le output qui était un seul scalaire vers un output qui est maintenant un vecteur avec des probabilités d'appartenance à chaque classe. Ce qui est différent maintenant pour la partie 2, c'est juste qu'on va appliquer un forward pass. Donc, tout ça, c'est par rapport à la régression logistique. Et pour predict one versus all,
bien sûr, vous m'avez dit qu'on va prendre le argmax et on va le chercher dans les classes. Pour le réseau de neurones, donc on va juste appliquer une multiplication, donc une combinaison linéaire de mes W qui sont les points à la première couche, W1 et W2, c'est les points pour la première et la deuxième couche, et avoir donc les probabilités d'appartenance à une classe donnée. Donc, pour ce réseau, on aura besoin donc, de 400 nœuds en entrée. 400 nœuds, bien sûr, donc c'est vos pixels. À ces 400 nœuds, on va rajouter notre passage par 0. Bon, j'ai perdu ma connexion. Donc, on va rajouter le passage par 0. Bon, j'ai perdu ma connexion. En attendant, donc, essayez s'il vous plaît de voir avec le TP si vous l'avez téléchargé. Donc, ce que vous aurez pour le réseau de neurones, c'est simplement les poids de la première couche et les poids de la deuxième couche. Vous vous rappelez que durant le TP1, on avait utilisé, sans bien comprendre le réseau de neurones, donc on avait utilisé un multi-perceptron et on va utiliser un petit peu presque la même chose. Donc, une couche en entrée, donc les 400 pixels avec la valeur, avec le intercept, le passage par l'origine, donc notre X0. La deuxième couche va contenir 25 nœuds et on lui rajoute un nœud, pareil, intercept. Et la dernière couche, c'est la sortie. Donc, 3 couches, une couche en entrée, une couche en sortie et une couche cachée. Et on va simplement faire une combinaison linéaire, donc multiplier notre W1 par la couche d'entrée pour obtenir la couche cachée et multiplier la couche cachée par W2 pour obtenir la sortie. Donc, pour le réseau de neurones, c'est vraiment très simple et c'est juste une initiation à la propagation en arrière qu'on va faire, Inch'Allah, la semaine prochaine. Bon, je n'arrive toujours pas à me connecter sur mon PC. Bon, voilà, c'est bon. Voilà, donc pour le réseau de neurones, on va juste appliquer une propagation en avant, qualité de régression linéaire, réseau de neurones. Donc, voici les points. Alors, les points que vous avez ici, c'est des points déjà entraînés. C'est les points que vous devriez trouver durant le prochain TP. Donc, c'est des points déjà entraînés et vous aurez en charge seulement de faire des multiplications matricielles. D'accord? Donc, je vais prendre les 400 valeurs. Alors, W1, c'est une matrice de 25 lignes et de 401 colonnes. 25 lignes, donc si je dessine ça, donc vous aurez donc les 401 nœuds. Donc en fait, c'est 400 caractéristiques plus le passage par 0, donc plus x0, qui est égal à 1. Et à ça, on va avoir une couche cachée. Donc ici, j'ai 400 valeurs. Et pour la couche cachée, on aura 25 nœuds. Et regardez ici comment on a obtenu cette matrice qui est de 25 fois 400. Pour le premier nœud, je vais prendre la première valeur du pixel, je vais la multiplier par la première valeur de W1. Deuxième valeur du pixel, multipliée par la deuxième valeur de W1. Donc, le nœud, le pixel, fois W1, plus le deuxième pixel fois W1, plus le troisième pixel fois W1, quatrième pixel fois W1, jusqu'au dernier pixel fois W1. Et bien sûr,
x0 fois W1 aussi, donc c'est la première valeur. Et c'est pour ça que j'ai 401 dans W1. Et je répète ça 25 fois. Pourquoi je répète ça 25 fois? Parce que j'ai 25 nœuds. Donc ici, pareil, je multiplie par le poids. Par le poids. Pourquoi 26 le deuxième? Alors, bonne question, Ahmed. Pour les autres, pourquoi dans la deuxième couche, j'ai 26? J'ai 26 nœuds. Et je fais ça. Pour les autres, pourquoi j'ai 26 nœuds? Donc, je vais y arriver tout de suite. Donc, ça, c'est pour la dernière couche. Le biais est très bien, très bien. Vous avez répondu vous-même. Donc, c'est le biais. Donc, je fais la multiplication. Et donc, vous voyez que j'ai 25 répétitions. Je fais 25 multiplications. Et donc, avec les poids que j'ai, la dernière couche, c'est la couche de sortie. Donc, j'ai 10 valeurs, 10 outputs pour mes 10 classes. Et là, donc je rajoute mon biais, je rajoute le x0. Donc ici, j'ai 25. Et c'est la question que vient de poser votre camarade. Donc ici, j'ai 25 nœuds, mais bien sûr, je dois rajouter mon x0. Et là, je vais aussi faire des multiplications. Donc premier, multiplié par W2. Deuxième, multiplié par W2. Troisième, multiplié par W2. Jusqu'au dernier, multiplié par W2. Et je répète ça 10 fois. Donc, en fait, le nombre de paramètres que j'ai, c'est 26 fois 10. Et ici, le nombre de paramètres que j'ai, c'est 401 fois 25. Ça va? Pas de questions? Donc, juste pour vous dire, la partie réseau de neurones, pour le moment, c'est très simple. C'est très simple. Pour le moment, c'est ce qu'il y a de plus facile. C'est juste une combinaison linéaire. N'oubliez pas d'appliquer, par contre, la sigmoïde. Hein. Donc, il faut appliquer la sigmoïde à chaque couche. Donc, vous faites une combinaison linéaire. Ensuite, vous allez appliquer à cette combinaison linéaire votre sigmoïde pour avoir des valeurs comprises entre 0 et 1. Donc, pour ce TP, c'est beaucoup de choses que vous avez fait dans le TP précédent. Ce qu'il y a de nouveau, c'est le réseau de neurones, mais le réseau de neurones, c'est très facile. C'est juste une multiplication. Donc, vous pouvez faire une multiplication matricielle carrément. Vous multipliez matriciellement votre W avec votre input, votre X, et vous refaites ça avec la couche cachée. Donc, le output de la multiplication des X par W1 va être la multiplication de ce output avec W2 pour avoir la probabilité d'appartenance. Donc, multiplication et sigmoïde. Voilà, normalement, c'est tout ce qu'on avait dans le TP2. Voilà. Alors, pour scikit-learn, si vous voulez comparer avec scikit-learn, c'est toujours bon pour voir où est-ce que vous en êtes avec votre classification. Je pense que c'est pas la peine ici de comparer avec ça. Enfin, si, pour la régression logistique, vous pouvez comparer avec scikit-learn. Pour le réseau de neurones, vous n'avez rien à comparer avec scikit-learn. On va le faire lorsqu'on va entraîner notre modèle de réseau de neurones. Et là, qui m'avait posé, je ne sais pas si c'est Ahmed, Amayas, Idir, je ne me rappelle pas qui m'a posé la question de l'activation et de... C'était quoi la question où on appliquait le max... Rappelez-moi la question de tout à l'heure pour la somme des probabilités dans le réseau de neurones. Qui avait posé la question? Softmax, voilà, c'était la question par rapport à Softmax. C'était la question par rapport à Softmax. Alors, intuitivement, et ça, je ne vais pas répondre pour le moment, on va laisser ça pour le TP prochain.
quand on fera la propagation en arrière. Juste une question. À votre avis, les probabilités qu'on va avoir avec le réseau de neurones, la somme de ces probabilités, est-ce que c'est pareil que la régression logistique? La somme va être différente de 1 ou bien elle va être égale à 1? À votre avis? Est-ce que vous avez une idée? Une idée avec seulement, pour une image en entrée. Pour une image en entrée, une seule image, j'aurai un vecteur ici. Ça sera le vecteur d'appartenance à une classe donnée, donc le vecteur de probabilité. Est-ce que ce vecteur de probabilité, sa somme va être égale à 1 ou non? Oui? Qui dit oui? Qui dit non? Oui? La somme des probabilités prédites. La somme des probabilités prédites, donc chacune ici, va être une probabilité d'appartenance à une classe donnée dans le réseau de neurones. Et ça revient à la question posée tout à l'heure de softmax. Donc, sans utilisation de softmax, seulement en utilisant un forward pass et une sigmoïde. Donc, une combinaison linéaire avec une sigmoïde. Est-ce que la somme va être égale à 1 ou différente de 1? Je n'ai pas compris, avec softmax ou sans softmax? Non. La softmax, c'est la question de tout à l'heure. Quelqu'un m'avait posé la question de softmax, je crois, et c'est une couche qu'on rajoute dans un réseau de neurones. Donc, ici, c'est votre question. Abaya, c'est votre question. Donc, ici, votre réseau ne contient pas de softmax. Il contient seulement donc, une combinaison linéaire et une fonction sigmoïde. C'est ce que vous devez implémenter. Vous devez implémenter exactement ce qu'on a vu au cours. Donc, une sigmoïde, pas de softmax, une sigmoïde. Donc, j'applique une combinaison linéaire, je prends ce nœud va être la combinaison linéaire de tous les nœuds précédents avec le W1 à laquelle j'applique une sigmoïde. Ce n'est pas toujours égal à 1. Pourquoi? Pourquoi, à votre avis? Maintenant qu'on a vu pourquoi ce n'est pas égal à 1 dans la régression logistique, ce n'est pas toujours égal à 1. Est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce qu'en utilisant seulement une sigmoïde, ce ne sera pas toujours égal à 1 ou est-ce que quelqu'un dit que la somme ici va être égale à 1? Toujours égal à 1. Toujours égal à 1 sans softmax, juste en utilisant la fonction d'activation sigmoïde. Parce que sigmoïde, c'est aussi une fonction d'activation. Hein? C'est pas égal, c'est pas toujours égal. Ah oui, c'est pas toujours égal, j'ai pas lu le pas. Hein? C'est pas toujours égal à 1. Bien. Non, c'est pas... Très bien, très bien. Donc, je pense que vous êtes tous d'accord à ce que le output d'un réseau de neurones n'est pas toujours égal à 1, surtout quand on commence l'entraînement, surtout quand les poids sont complètement aléatoires, surtout quand les poids ne sont pas encore entraînés. Bien, on va revoir ça durant la propagation. C'est pas dit parce qu'il y a un mappage des données sont mappées. Comment? Par exemple, non, on a le X0 au début. Oui. Dans la deuxième couche oui. cachée, on le relie à X de 0, X de 1, c'est ça le mapping. C'est pas dû à... Dans le dessin que vous venez de faire, il y a X0. Oui. X0 est là, oui. Oui. X0. Donc, la deuxième couche, c'est X2 de 0, X... Ici aussi, j'ai un autre X0 qui est égal à 1. Oui, il est égal à 1. Oui, هذاك اللي قلت لك X2 de 0. Oui, il y a 1.
Donc, madame, quand on les relie, c'est comme si on fait un mapping. Mettre l'ancien TV précédent, avec le mapping. Le mapping leader FTP précédent. Je ne vois pas quel mapping. C'est la même chose. هذاك تاع 6 مخرج لنا 10 تاع تيتا يخرج لنا 10. حنا شغل شاك فالور اللي حتخرج اكس 0 on va la relier à notre neuron. Exact. ماشي chaque valeur يخرج من x0. x0 multiplié par w2 مع chaque θ, مع chaque w. Bon, Oui, c'est donc, des w parce que c'est des weights. Oui, mais ils sont différents les poids. Ils sont différents, tout à fait. Ils sont différents. Donc, ce qui va en sortir, par exemple, à l'hypothèse 0, il sera pas. Si on le sent, il peut être supérieur à 1. Ça peut être supérieur à 1. Peut être égal à 1, peut être supérieur à 1. Voilà, la somme que j'ai ici. Vous parlez de la somme de ces probabilités que j'aurai en sortie. Oui. Bien. Normalement, tout le monde est d'accord à ce que c'est différent de 0. Différent de 1, pardon. La somme va être différente de 1. Et ça, donc, on garde cette hypothèse et gardez cette hypothèse en tête et on va revoir ça et on va confirmer ça et le voir mathématiquement durant la phase de propagation en arrière. Et quand on va, donc la semaine prochaine, Inch'Allah, en détaillant un peu plus le réseau de neurones. Ça va jusqu'ici? Pas de questions? Très bien, très bien. Donc, alors, je suis contente de la participation d'aujourd'hui, comme à chaque TP, malgré le ramadan et le froid qui fait aujourd'hui. Donc, vous êtes toujours aussi éveillés. Donc, je vous remercie pour cette séance et je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah. Et bien sûr, je reste disponible pour toute question. صحة فطوركم.